Poignée de main suffit-elle à effacer des mois de tension et de frontières fermées? Le nouveau chef de l'État béninois, Romuald Wadwani, a-t-il réussi véritablement à briser la glace au Niger chez le chef de la transition, Abdourahmane Tiani? Bonjour Régis Soumpe, vous êtes directeur exécutif d'Interglobe Conseil, expert en géopolitique et vous vous trouvez à Cotonou. Merci Bonjour d'être Samantha, là. merci. Bonjour Dr Yves Ekwe Amezo, Bonjour. fondateur du think tank Afrocentricity.info. Merci également à vous d'être là. Après une première visite officielle au Nigeria auprès du président Bola Ahmed Tinubu ce lundi 1er juin, dans la foulée, le nouveau président du Bénin s'est donc rendu au Sahel, d'abord au Niger et au Burkina Faso. Il y a encore quelques semaines, la transition du Niger fustigeait Cotonou pour ses liens avec la France, lui Oui. reprochant même de servir de base arrière militaire dans le but de déstabiliser l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Aidez-nous à comprendre, Régis Soumpe. Non, je sais pas s'il y a eu un grand changement notable entre le 24 mai, jour de l'investiture donc du président Ouadani et avant-hier où il a entamé plutôt son marathon express, ce qui est vrai. Et c'était peut-être un signal. Le jour de son investiture, le premier ministre nigérien, était invité, était sur place et puis il y avait les autres ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Mali également qui étaient sur place et c'était si vous voulez déjà un premier signal, une alerte, je dirais plutôt positive, un frémissement positif dans l'idée qu'effectivement les impératifs sécuritaires, économiques, énergétiques et on en reparlera, ont pris le pas sur les tensions politiques, ont pris le pas sur, l'idéologie parce que je crois que de mon point de vue, il y avait beaucoup d'idéologie, surtout de la part du Niger et donc finalement, cette poignée de main dont vous parlez, en réalité, elle n'est que le début, je dirais peut-être d'une relation qui va s'améliorer, mais qui est très pragmatique, hein. En réalité, je crois qu'au-delà de l'enthousiasme qu'on a pu remarquer, que j'ai pu remarquer également à Cotonou et d'ailleurs, le véritable sujet, on est davantage sur un retour progressif à une forme de réalisme. On est en géopolitique, on est en relations internationales, une forme de réalisme progressif sur les questions de sécurité, sur les questions d'énergie, sur les questions économiques. Il faut rappeler que le port du Bénin, le port autonome de Cotonou, dessert beaucoup le Niger. Donc, globalement, je crois que même du côté nigérien, ils sont arrivés peut-être à la conclusion qu'il était plutôt intéressant donc de travailler avec le nouveau président. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est au-delà de cette poignée de main, au-delà donc des effets de manche qui peut être intéressant, si vous voulez, pour la cérémonie. Il faudra regarder la suite. C'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce que les populations béninoises, est-ce que les intérêts béninois seront assurés? Et globalement, est-ce que généralement dans la région que vous connaissez très bien, qui est à la fois marquée par la propagation des groupes armés terroristes, c'est pas une compression économique. Est-ce que finalement, chaque pays trouvera son compte? Pour moi, c'est l'intérêt d'abord supérieur des nations qui primera, et puis étant au Bénin, c'est d'abord l'intérêt du Bénin que je souhaite mettre en avant. Mmh. Docteur Iveco Amezo, votre avis là-dessus? Parce que est-ce que c'est une question d'homme finalement? Patrice Talon, et Abdourahmane Tiani, l'équation était peut-être impossible. Il y a quand même eu de fortes délégations de l'AES, Oui. qui ont assisté à l'investiture de Romuald Wadwani. Tout laisse, suggérer finalement que le problème venait, de Patrice Talon lui-même. En tout cas, c'est le signal envoyé par les dirigeants de l'AES. Votre avis là-dessus? Bah, disons que dire que c'est simplement un problème d'homme, vraisemblablement oui. Sur le fond, oui, le contact est rétabli, mais la glace qu'on peut remplacer par la frontière n'est pas encore totalement brisée, ou n'est pas brisée du tout d'ailleurs. Donc réalisme, oui, certainement, mais je pense qu'il s'agit simplement de ce que j'appelle le pragmatisme stratégique. Mmh. Il y a eu changement d'homme, il y a eu changement d'équipe, et je suis un fanatique de l'économie de proximité. C'est un économiste qui gère. Monsieur Wadani. Donc, je pense qu'il est en train d'aller dans cet axe-là. Et pour sécuriser, en réalité, c'est sa marge de manœuvre économique, hein, c'est sécuriser les recettes pour le Bénin avec les différents pays voisins avec lesquels il commerce d'ailleurs. Et donc, à côté de ça, il faut rajouter la sécurisation et la lutte coordonnée contre le mercenariat ou le terrorisme qui sévit dans la sous-région. De manière générale, je crois qu'on peut résumer par du pragmatisme. Maintenant, il faut des actes concrets, il faut une décision et pour le moment, ben, comme je dis, le contact est rétabli.
Romuald Wadhwani, justement, au Niger, au Burkina Faso, que révèlent, ces nouvelles séquences diplomatiques, dans un premier temps pour l'AES, et le Mali ne figure pas, au cœur de cette tournée sahélienne. Pour quelles raisons, à votre avis? Est-ce que tout va bien au sein de l'AES, Régis? Oui, Deux je questions. pense qu'évidemment, à l'AES, vous avez, il y a ce groupement d'États sahéliens, de façon, je veux dire, théorique, souhaitent avoir la même politique de coopération, mais bon, je crois qu'en réalité, il y aura plutôt des coopérations bilatérales à la carte, en fonction des intérêts des uns et des autres. Et après, il faut quand même remarquer que le Mali n'étant pas, si vous voulez, évidemment, dans l'état, dans l'espace sahélien, fait figure, je dirais donc, d'entité notable, mais avec le Bénin n'a pas, si vous voulez, la même proximité. Et donc le véritable sujet en réalité dans le Sahel, dans le Sahel central et essentiellement avec le Bénin, c'est davantage plutôt avec le Niger et également avec le Burkina. Donc non, là-dessus, je suis pas convaincu que cela ait mis un coup de ciseau dans le tissu sahélien, ne serait-ce que du point de vue de la diplomatie béninoise. La preuve, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à Cotonou. Le vrai sujet, en réalité, peut-être ça va être une répercussion, la façon dont le Bénin a été accueilli au Burkina et au Niger, ça pourrait peut-être inspirer aussi la partie malienne. Et puis globalement, je crois aussi, il y aura peut-être un effet de groupe qui va s'amener très rapidement. Mais concernant le Mali, concernant le Burkina et concernant le Niger, la tentation peut-être qui peut apparaître, c'est chaque pays de mener sa coopération en fonction de ses intérêts de proximité. Et aujourd'hui, les intérêts de proximité du Niger essentiellement sont avec le Bénin. Mais en rien, je suis pas convaincu que ça cisaille ou que, en gros, que ça mette un coup de canif dans la martyre sahélienne de ces trois pays. Mmh. Docteur Amezo, mais, qu'est-ce que cela, vous allez répondre aussi à cette question, mais, les propos de Régis m'interpellent parce que qu'est-ce que cela finalement révèle sur les accusations, de la Oui. transition, nigérienne, des transitions, du Sahel concernant, justement, les tentatives de déstabilisation, en provenance du Bénin avec, en arrière-plan la France? Alors, vous avez bien raison de poser la France derrière, parce que si on se limite uniquement aux pays de la sous-région, je pense que depuis longtemps, un accord aurait été trouvé, même avec des gens qui ne sont pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde sur le plan politique ou économique. Donc, il y a bien une ingérence extérieure qui ne peut pas se limiter à la France d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres ingérences qu'on voit moins, notamment les États-Unis, qui sont là, avec des systèmes notamment de contrôle de données, et il ne faut pas l'oublier. La réalité pour moi, c'est que tous ces pays, que ce soit ceux de l'AES, du Bénin et autres, ont finalement peut-être un peu grandi en sagesse. On ne Mhm. peut pas vivre en autarcie totale, ni en s'alignant avec des gens de l'extérieur, ni en pensant pouvoir vivre en autarcie dans l'AES. Il faut donc dialoguer, la vraie palabre africaine intelligente qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de retard, mais il n'est jamais trop tard, justement. Et puis, il faut quand même constater, que ce soit le Bénin dans son coin, que ce soit même le Nigeria et voire les trois autres pays de l'AES, ils sont Mhm. des pays vulnérables économiquement. Et, bien sûr, sur la sécurité. Puisque jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les formes d'assistance qu'il y a eu, que ce soit la France, les pays européens qui sont venus assister la France, ou tout simplement le tout militaire de l'AES, il n'y a pas fondamentalement de résultat aujourd'hui. Donc il va falloir penser autrement et peut-être penser en écoutant le peuple. Parce qu'après tout, ce sont des peuples qui subissent en fait les conséquences de tout ce qui est en train de se passer. On va en parler, mais Régis, sur les accusations de déstabilisation, Oui, avec en arrière-plan la France, finalement, qu'est-ce qu'il faut conclure? Que c'était exagéré, parce que la séquence diplomatique, que l'on observe actuellement laisse penser finalement que la transition du Niger balaye, d'une revers de la main, ces accusations aujourd'hui. oui, il me semble que pour des raisons à la fois pragmatiques, certainement, je crois, et je reprends à mon compte le propos donc du docteur Ekwe qui parle peut-être effectivement donc du retour donc du fleurissement de l'arbre à palabre africain. Effectivement, peut-être que effectivement
les Nigérians ont compris que l'idéologie et puis cette permanence accusatoire qui consistait effectivement à trouver en le Bénin et en la France un bouc émissaire. Aujourd'hui, peut-être tout ça est bien daté. Ça peut revenir hein, après. Moi, je suis très lucide. Hein. Je me dis, il suffit peut-être d'une brouille pour que ça revienne. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, effectivement, il y a quand même une espèce de réalisme, surtout sur la question économique qui a été rappelée, parce qu'évidemment, il y a la question du corridor Cotonou-Niamey, il y a la question du pipeline Bénin-Niger. Bref, il y a puis la question sécuritaire, donc de la propagation des groupes armés terroristes. Donc oui, les accusations qui étaient portées d'installation de bases militaires françaises ou même de bases avancées du terrorisme contre le Niger aujourd'hui, pour moi, font partie du passé et en son temps même le président Talon avait même demandé à son homologue nigérien de déléguer une mission pour venir inspecter s'ils le voulaient eux-mêmes le Bénin, ce qui n'a jamais été fait. Au Bénin, la diplomatie béninoise a toujours traité cette question par le plus simple, par la plus simple des considérations, donc par une forme de neutralité toute simple. En réalité, ça n'a jamais existé. Ça, c'est pour être extrêmement diplomatique hein, dans mon propos. Donc aujourd'hui, je veux croire effectivement que cette permanence accusatoire a fini de semer de la zizanie entre les relations. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est le corridor, le Alors, corridor on va parler évidemment de plus cette frontière, intéressant. Donc, vous inquiétez en fait, pas, aujourd'hui, belle transition. pensons, Mais enfin, d'abord sur, Doumbouya parlons Maison, présent et futur. d'abord sur l'absence du Mali au cœur de cette tournée sahélienne. Qu'en Non, vous avez concluez-vous? bien fait de noter, mais bon, je pense qu'il s'agit de la première tournée de ce président, et donc vraisemblablement le Mali, il va le visiter. Par contre, il faut quand même constater que c'est une approche bilatérale. Or, nous avons un autre conflit qui est deux sous-régions. La CEDEAO sans les trois pays et les trois pays qui ont constitué l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et sur ce plan, M. Ouadani est plutôt silencieux. Et s'il était passé au Mali, peut-être qu'on aurait pensé qu'il était en train justement de faire quelque chose ensemble avec les trois pays. Là, il y va de manière bilatérale, il discute de manière bilatérale, ça a été dit d'ailleurs au départ, et donc il va falloir passer à cette deuxième étape. Est-ce qu'il pourrait demain devenir un agent de la CEDEAO pour faciliter justement une relation de bon voisinage entre les deux sous-régions à discussion et négociation égales en termes de reconnaissance chacun de l'autre. Mais on est vraiment au début. Donc je pense qu'il ne faut peut-être pas faire d'analyse pour le moment. Je pense que dans une deuxième étape, le Mali sera visité vraisemblablement. Il faut résoudre quand même des urgences. Il reste malgré tout des problèmes malgré tout économiques. Ouais, juste cette question parce que ça rappelle une autre séquence diplomatique. Souvenez-vous, avec l'Algérie, bon, on comprenait aisément pourquoi l'Algérie effectivement ne renoue pas avec Bamako, hein, compte tenu des tensions bilatérales. Mais c'était une séquence aussi qui laissait penser une absence d'alignement total entre les signataires de la charte du Liptako-Gourma, charte fondatrice de l'AES, Oui, Régis. oui. Oui, une fois encore, je crois que même au sein de l'AES, il y aura peut-être parfois des variantes, parfois des nuances dans la politique étrangère, dans la façon donc de déployer la politique diplomatique. Mais si le Bénin par rapport au Mali n'a pas encore eu une réaction, si bon, je crois qu'aujourd'hui, l'axe Porto-Novo Bamako n'est pas rompu, il existe toujours, et donc ça dépendra en fait, ça dépendra davantage des sujets et des intérêts, des centres d'intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt immédiat de proximité avec le Bénin, c'est évidemment le Niger et c'est évidemment le Burkina. Donc, je crois que dans un second temps, effectivement, la partie malienne aussi réagira, et donc c'est pour ça que je crois effectivement il faut peut-être se garder, et puis l'histoire nous l'a assez appris, il faut peut-être se garder donc de tirer des conclusions qui pourraient être hâtives et peut-être dangereuses en termes de rigueur scientifique. Et en deux choses très importantes, ce qui se passe aujourd'hui entre le Bénin, le Burkina et le Niger, c'est très beau à voir sur le papier. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment, en fait, dans les faits et dans la réalité, cela se mettra en place. C'est peut-être pour ça que par intuition diplomatique, les deux pays, enfin les trois pays, toutes les fois quand Robert Wadaï a été quand il a été à Niamey et quand il a été à Ouaga, il a été mis en place un comité d'experts qui pourra tabler pendant 15 jours, enfin, pour savoir en réalité quelles sont nos différences, quelles sont nos divergences, nos convergences et comment travailler ensemble.
15 jours, c'est très peu, mais je pense que parfois 15 jours dans, dans l'histoire des relations internationales et dans l'histoire des pays, parfois, le temps peut paraître assez long. Donc, pendant 15 jours, moi, je suivrai très attentivement, surtout avec le Niger, la façon dont le comité d'experts, à la fois béninois et nigériens, discuteront et éventuellement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur votre plateau. Mais les vrais sujets aujourd'hui, c'est des sujets de sécurité, des sujets énergétiques, des sujets économiques, des sujets sécuritaires. La partie malienne réagira plus tard. Alors dans un communiqué, justement vous parliez de ce comité de travail, dans un communiqué, les 2 dirigeants ont exprimé, leur volonté commune, à œuvrer pour la levée justement, Oui. de tous les obstacles, à la réouverture, de la frontière commune. Est-ce que cette réouverture, à votre avis, est proche et quels sont pour l'instant les obstacles, docteur Amezo? Moi, le premier obstacle, n'oubliez pas que le président du Béninois, le nouveau, est passé aussi au Nigeria. Et qu'il y a un gros problème, puisque le Nigeria a accepté la présence des Américains et essentiellement le contrôle d'une bonne partie de leurs données et des données de renseignement. Et donc, ça pose un problème de fond, puisque nous savons aujourd'hui que des systèmes comme Starlink, qui sont des systèmes privés, se retrouvent aussi dans les mains de terroristes, de mercenaires dans l'ensemble de la zone. Ce qui veut dire que comment peut-on contrôler les données africaines? Et donc, il Mhm. va y avoir une coopération importante entre le Bénin et ces pays de l'AES pour sécuriser d'abord leurs propres frontières, parce que quelle que soit l'existence de ces systèmes de contrôle des données, les terroristes, eux, ils sévissent. Les mercenaires sont quand même là. Il faudrait trouver d'ailleurs pour le compte de qui et qui les finance. Alors ça, c'est le premier point. L'autre point, je voulais quand même rappeler sur la France, c'est que peut-être que dans la nouvelle approche, l'avantage tiré de la France en comparaison de l'avantage d'une économie de proximité, disons, plus florissante, commence à peut-être peser dans la balance. Et donc, il va falloir équilibrer cette relation Bénin-France et Bénin-pays voisins. Et je Mhm. rajoute, il y a quand même le Togo à côté. Et il n'est pas non plus allé au Togo. Or, le Togo avait fait une sorte de médiation très compliquée. Je suis dedans, je suis dehors, je suis avec, je suis pas avec, je veux rentrer dans l'AES ne veut pas de moi, qui finalement s'est soldé par plutôt un échec. Puisque, quelle que soit la dernière réunion qu'ils ont faite au Togo pour faire venir justement et la France et l'Union européenne pour pouvoir rediscuter avec l'AES, cela n'a pas fonctionné. Donc, je pense que le président du Bénin est quelqu'un de sage qui ne commence pas par les dossiers, disons, complexes Mhm. et qui Alors, s'occupe vous d'abord du parlez Bénin. d'échec. Alors, docteur Amezo, vous parlez d'échec pour l'initiative du Togo, là, qui a révélé, qui a dévoilé plutôt sa stratégie pour le sel. Est-ce qu'il faut vraiment parler d'échec? Est-ce que, par exemple, le nouveau président du Bénin, Régis Soumpe, justement, Oui. il ne s'inscrit pas dans cette lignée lancée par Togo. Lomé, c'est-à-dire montrer des signes d'ouverture Oui, et dans de une espèce coopération d'entre-deux. Non. concret avec les pays de l'AES. Oui, en fait, moi j'ai toujours pensé hein, que la posture du Togo était une posture à la fois très stratégique par rapport à des intérêts de politique intérieure en réalité et que effectivement ce nouveau panafricanisme qui nous est vanté, cette façon de d'être à la fois le Moïse des pays sahéliens et puis en même temps être dans une espèce d'entre-deux, pour moi je l'ai toujours trouvé, j'ai trouvé que ça relevait plutôt de la posture stratégique et qu'en réalité et qu'à l'épreuve de la réalité, peut-être on retrouverait rapidement les limites de cet exercice qui est très compliqué, où il faut en être, il faut pas l'être. Parce que évidemment, on est aussi dans une forme de réorganisation, de recomposition donc des blocs géopolitiques. Et donc, on a un bloc géopolitique, l'AES, qui attire, parfois qui fascine, parfois qui est, parfois qui est complexe. Et donc, Lomé a voulu jouer, si vous voulez, sur les deux tableaux. Non, non, sans être dans le secret des dieux au Bénin, je suis pas convaincu que la diplomatie béninoise et que essentiellement le président Ouaddaï se retrouverait dans un entre-deux accepterait, si vous voulez, d'être un peu AES, un peu CEDEAO. Non, on est totalement CEDEAO et puis on peut avoir des relations bilatérales avec chaque pays de l'AES. Mmh. Oui, Ouais, ça, c'est la position aussi de Lomé, hein. C'est non, non, aussi mais la oui, non, non, je pense que Lomé est encore beaucoup plus loin. La preuve, Lomé a déjà accueilli pas mal
je dirais, de fora pro-sahélien. Et puis, et le ministre des Affaires étrangères, quand vous l'écoutez un tout petit peu, vous avez plutôt l'impression que, en réalité, on est davantage dans une critique verte très acerbe donc de la CEDEAO. Donc non, en réalité, dans la recomposition des blocs géopolitiques tels que nous le voyons à l'échelle sous-régionale que constituent Mmh. les pays sahéliens et les pays côtiers, le Bénin choisira toujours l'intégration ouest-africaine, donc par le biais de la CEDEAO, avec, je dirais, parfois avec les limites. Hein. La CEDEAO, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler peut-être des limites de la CEDEAO, mais ça reste, si vous voulez, encore le bloc régional sur lequel il faut s'appuyer. Par contre, avoir des relations bilatérales, et donc il a commencé hein, avec le Burkina, avec le Niger et peut-être bientôt avec le Mali. Je crois que ça va être l'option. Je ne vois pas du tout, par exemple, le Bénin signer dans le cadre d'un mémorandum, une décision planifiée entre les diplomates béninois et les diplomates sahéliens. Non, je ne suis pas convaincu. Alors, juste, Je dirais, on va c'est une revenir sur les spécificité questions loméenne frontalières. que Allez, Cotonou ne prendra pas à sa charge. on va on va revenir sur les questions frontalières, mais juste, depuis plusieurs semaines, les signaux semblent au vert, hein. Nomination d'un médiateur de la CEDEAO pour le Oui, Sahel, initiative de Lomé, on vient d'en parler, c'est pour ça que je vous pose cette question. L'ouverture donc de Romuald, Wadani, avec au cœur des préoccupations évidemment les échanges commerciaux, la libre circulation des biens et des personnes, les problématiques sécuritaires. Assiste-t-on à un tournant historique, depuis l'arrivée des transitions, sahéliennes au pouvoir? Docteur Amezu. Est-ce qu'on peut parler de tournant historique? Bah, si vous voulez parler de tournant historique, il faut le baser sur des résultats. oui, Pour le moment, on est quand même dans des discussions, des négociations pour essayer d'abord de se parler. Et donc, moi, tournant historique, c'est par exemple qu'on puisse clairement dire que le port du Bénin est ouvert, que le pipeline fonctionne et que de ce fait, les frontières en Niger-Bénin s'ouvrent. Là, c'est du concret. Et à mhm, partir de là, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas antagoniste avec des positions, par exemple, de la France, qui est quelque part aussi tente d'influencer la CEDEAO et ne le fait pas directement, le fait par des proxys, donc des intermédiaires. On pense à la Côte d'Ivoire, on pense au Sénégal. Vous Vous avez cité citez un la France, général. il faut citer aussi d'autres pays, hein, qui ont des intérêts dans cette région, pas que Non, la tout à France. fait. Non, tout à fait. Mais de manière générale, c'est ce problème de l'ingérence extérieure. Quelle que Mmh. soit l'ingérence, parce qu'on cite la France, mais il y en a d'autres. Faut mhm, pas, ils sont plus discrètes. Le problème, c'est de savoir quels sont ces pays qui veulent parler vraiment d'intégration. Et là, je partage tout à fait la notion d'intégration et la position béninoise là-dessus. Mais il y a un problème de fond. On ne peut pas parler d'intégration en tant que telle, régionale, donc, sans penser aussi que certains pays ont tendance à pouvoir toujours écouter ce que dit un monde extérieur qui a des intérêts oui, qui ne vont pas dans le sens de l'intégration, justement, Mmh. de la sous-région. Et cette discussion doit avoir lieu. Je pense que c'est ça qui est en train de commencer. Prenons un exemple simple. Les positions des pays de l'AES, c'est que la plupart des pays de la sous-région sortent des accords secrets de défense économique avec la France. Si ce oui. n'est pas fait, écoutez, le tournant historique dont vous parlez risque de ne pas avoir lieu. Après Oui. chaque pays, est souverain Elle est libre, hein, oui, et est libre de passer des accords avec tel ou tel partenaire. Non, mais exactement. Régis Soumpe, sur le tournant historique, je voudrais vous entendre là-dessus et sur les Oui, obstacles aussi à la réouverture de la frontière. oui, non, en termes de tournoi historique, je crois que le véritable tournoi historique dans la sous-région ne verra pas le jour, même avec l'ouverture de la frontière. Je crois qu'on parlait de tournoi historique, là vraiment ça appartiendra au livre d'histoire et ça appartiendra à l'idée même que l'AES versus CEDEAO deviendra, si vous voulez, une chose normale, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas encore le cas. Et je crains même que euh, le président Ouaddaï, il a bien fait remarquer pendant son investiture que, et donc je prends la chute donc de votre question, il n'acceptait pas, enfin, que le Bénin était libre donc de son orientation stratégique et donc de ses partenariats extérieurs. Et il me semble très bien aussi que les pays sahéliens aussi, par définition, estiment que l'ingérence française, effectivement, serait un des nœuds gordiens des relations compliquées entre les pays côtiers et eux. Bon, en réalité, aujourd'hui, chaque pays choisit ses partenaires.
les pays sahéliens seraient davantage plutôt avec les Russes ou peut-être avec les pays dits du Sud global. Et puis les pays côtiers, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas tous inféodés à la France. Non, non, il y a davantage plutôt dans ces pays, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, il y a une diversification des partenariats extérieurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même une vraie focale sur les relations entre la France et les pays francophones. Bon, ça appartient à l'histoire, avec tout ce que cela peut comporter d'affect postcolonial. Maintenant, sur le tournant historique, moi, je crois qu'en réalité, on l'attendra encore longtemps parce que 3 ans ne s'effacent pas, si vous voulez, d'un trait de plume. Et il suffira pas d'une poignée de main, il suffira pas donc de visite parce qu'il est prévu que le président Tiani et le président Traoré bientôt viennent aussi au Bénin dans le cadre donc d'une visite officielle ou d'une visite d'État. Les protocoles diplomatiques sauront mieux le déterminer. Et même là, pour moi, ça n'appartient pas tant à l'histoire. La véritable histoire, effectivement, pour moi, ça sera celle, effectivement, d'une intégration politique vraiment dépouillée, totalement décomplexée, je dirais donc de toute interférence extérieure. Donc là-dessus, vous conviendrez avec moi qu'on attendra encore pendant longtemps. Ça viendra. Le temps viendra pour ça, mais ça prendra du temps. Et après, il faut que chaque pays, effectivement, à l'aune de ses propres intérêts, s'aligne. Le sujet aujourd'hui pour la diplomatie française, effectivement, c'est de reprendre attache avec tout le monde, c'est d'aplanir la différence. Peut-être à la faveur donc du nouveau président, les choses changeront, mais pas radicalement. Il y aura toujours un peu de nuance. On est en Ouais, diplomatie, et puis on vous parliez de la diplomatie, béninoise. ou je sais pas, la diplomatie béninoise, si, il y Vous aura n'avez pas pas plus. appris ça, vous C'est avez c'est dit, oui. diplomatie française, je crois. Non, 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 diplomatie béninoise. Je parle, bon, je me suis dit toujours du côté donc de la diplomatie béninoise et globalement donc de la diplomatie africaine et ouest africaine et africaine. Mmh. Donc pour moi aujourd'hui le vrai sujet pour la diplomatie béninoise, et j'ai compris aussi que les diplomates nigériens et burkinabés n'étaient pas sourds et aveugles. C'est davantage des questions économiques, c'est des questions sécuritaires, c'est des questions énergétiques. On en a déjà parlé. Oui, Et justement sur les questions, d'économie, est-ce qu'il y a urgence véritablement, Oui, oui, il y a une urgence. Oui, oui, si, dans si, il y a une les urgence. Ne économies serait-ce ne locales? Il serait-ce y a que une pour la frontière. interdépendance entre Oui, le oui. Bénin et le Tout à Niger très l'heure, fort. vous me posez la question, peut-être, j'ai pas fait de sondage, hein, mais il me semble que les transporteurs béninois et nigériens, les hommes d'affaires, les commerçants, sont extrêmement attentifs à l'ouverture donc de cette frontière. Pour le moment, ça a été annoncé, donc je pense que c'est peut-être à l'issue des résolutions donc de ce comité d'experts que cela interviendra. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères nigérien tout à l'heure en parler. Il a évoqué ça comme une hypothèse extrêmement probable. Donc effectivement, oui, je crois que concrètement, là, ça va être du concret. Mais une fois encore, de vous à moi, c'est assez peu pour qu'on parle de tournant historique. Mmh. Docteur Amezo, la fermeture des frontières a poussé, c'est vrai, le Niger à explorer d'autres, corridors, à trouver des alternatives, Lomé, Alger. C'est vrai que l'AES a fait preuve, et fait toujours preuve de résilience, sur le plan économique notamment, malgré, toutes les problématiques sécuritaires. Ça, c'est aussi, un facteur important, que les pays de la CEDEAO, le Bénin, doivent, considérer aussi. Ben, tout à fait. Vous savez, tous ces pays sont quand même tous des pays pauvres. Et donc, sur le plan sécuritaire, ben, ils ont besoin de soutien militaire. Si les pays de l'AES ont choisi plutôt les pays, la Russie, éventuellement les Turcs et d'autres, le monde francophone côtier a plutôt choisi la France et les États-Unis. Maintenant, oui, il y a une diversification. Moi, je vais même en détail. La diversification se fait de manière très précise. Et il y a certains qui s'intéressent uniquement à tel ou tel secteur, les mines, d'autres la logistique, etc. Maintenant, pour revenir à votre point historique, moi, je pense que le vrai changement historique va se faire après le départ du président Macron en France. Parce qu'il va falloir aussi avoir des changements de ligne politique vis-à-vis de ces pays francophones. Et ce changement n'a pas l'air d'avoir eu lieu encore côté français vis-à-vis de ces Oui, pays. La preuve, la France cherche maintenant à aller dans les pays anglophones où elle va rencontrer d'ailleurs une grande compétition et il va falloir qu'elle y fasse face. Elle essaie d'y faire face. Alors, pour revenir dans cette zone, je pense tout simplement que tous ces chefs d'État sont en train de prendre conscience qu'ils doivent, j'insiste, hein, travailler ensemble, bien qu'ils ont tous chacun leur indépendance, leur façon de travailler avec tel ou tel partenaire étranger, et qu'ils comprennent pour une fois
que tous ces partenaires étrangers, que ce soit la France, la Russie, les États-Unis ou d'autres, ont leur propre intérêt. Et peut-être c'est la première fois, et ça c'est historique, qu'ils sont en train de se rendre compte que le fait que chacun de ces pays extérieurs travaille avec eux ou en font des ingérences avec eux, ne va pas dans les intérêts des populations, encore moins de leur propre intérêt. Et c'est peut-être ça ce que Donc M. la Wadani question, va vous découvrir et souhaitez fait de nouveau. Donc la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut en conclure que les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, entendent miser, sur l'intégration, régionale? Euh, La clé peut-être de tous, toutes les problématiques sécuritaires économiques, oui, tout en je crois, diversifiant les partenariats internationaux. il me semble que là-dessus, il y aura davantage, encore une fois encore, davantage plutôt de politique, enfin plutôt plus de pragmatisme que de politique. Une façon, si vous voulez, un peu de désincarner les tensions politiques et les a priori politiques. Et donc, concernant la CEDEAO, oui, je crois il y a forcément un moment. Si le médiateur, l'ancien premier ministre guinéen, donc, qui est en tournée, qui fera, j'imagine, encore plusieurs allers-retours entre les pays sahéliens et l'institution ouest-africaine, reviendra forcément avec des accords qui seraient peut-être très limités dans le temps, mais qui permettront juste de répondre à des questions très, très Mmh. ponctuelles. Si la question est de savoir si un jour l'AES se refondra dans le bloc sous-régional, je suis très, très pragmatique. Et je pense que par ego et par bravade néo-panafricaniste, souverainiste et tout ce que vous pouvez imaginer, je crois que pendant longtemps, les pays de l'AES, sauf s'il y a un changement majeur, et là, par contre, là, on pourrait parler d'histoire. Oui, s'il y a un changement de tournant historique, si éventuellement, s'il y a un des trois pays qui décide du jour au lendemain de revenir dans la maison commune ouest-africaine, là, évidemment, là, on sera à un moment d'histoire. Mmh. Mais Juste, Régis Sommier, est-ce que le Bénin aujourd'hui, c'est pas certain. J'en suis pas convaincu. Et d'ailleurs, moi, je aujourd'hui pense que globalement, les pays côtiers, les pays ouest-africains ont fait le deuil, si vous voulez, donc du retour de l'AES dans le giron ouest-africain. Ils ont fait oui, le oui, deuil pendant quelque temps et ils ont pris effectivement, il y fait a et des cause, en signes, fait. qui montrent que les pays de l'AES ne reviendront pas au sein de la CEDEAO. J'ai une question, est-ce que le Bénin est prêt à reconquérir son statut de port de premier choix, Oui. pour le désenclavement du Niger? Avec quelle garantie justement pour rétablir la confiance, Régis Sommier? Bah, les garanties, pour le moment, elles seront diplomatiques. Elles seront, ah bah, elles vont relever, si vous voulez, donc du vœu politique et de l'intention diplomatique. Ben, en réalité, si vous voulez, l'ambition donc de faire de Cotonou, si vous voulez, un hub régional, un corridor logistique qui dépasse même le Bénin, donc d'être, si vous voulez, une espèce d'infrastructure sous-régionale pour le Golfe de Guinée, reste pour la diplomatie béninoise et davantage pour la diplomatie économique béninoise, un objectif réalisable. Parce qu'il une fois encore, le président Wadaï est un économiste, et donc, il voit lui aussi à travers la diplomatie des leviers de développement économique. Et d'ailleurs, celle qui a été nommée ministre des Affaires étrangères au Bénin, et celui qui était anciennement ministre des Affaires étrangères, ne sont pas des diplomates ni de formation ni de profession, mais davantage, je dirais, des acteurs de la sphère économique internationale. Donc oui, là-dessus, les objectifs donc de faire donc du corridor béninois un objectif économique et de diplomatie économique résonne encore très fort. Et donc, oui, je crois que l'option qui est faite aujourd'hui de la diplomatie béninoise, c'est de mettre le paquet sur les avantages compétitifs du Bénin et au nom de ça, oublier les différends économiques, les tensions politiques et frontalement accepter donc de serrer la main du général Tiani et du capitaine et du capitaine Ibrahima Traoré parce que finalement, ce qui prévaut ou ce qui surpasse, si vous voulez, les tensions politiques, c'est davantage le réalisme économique. Mmh. Alors on va terminer, sur, quelques questions, qui concernent effectivement la coopération sécuritaire éventuelle. Quelles sont les perspectives à ce niveau, docteur Amezo? Bon, je pense qu'il faut rappeler quand même que le président Traoré du Burkina était aussi le président en exercice de l'AES. Donc peut-être que de ce point de vue, il y a quand même une volonté de trouver ce que j'appelle la logistique, une performance logistique entre ces trois pays et le Bénin. Oui, au plan économique, il faut que le Bénin reprenne son port parce que en fait, ce sont des vases communicants.
Le Togo a bénéficié en fait de ces problèmes Niger-Bénin. Et donc, pour comment être concret? Ben, c'est très simple en réalité. La sécurisation du pipeline Niger-Bénin doit se faire par les trois parties. Vous allez me dire lesquelles? Ben, d'abord le Niger, d'abord le Bénin, et il y a un troisième qu'on oublie qui, au fond, derrière les financements, c'est la Chine. Et si ça fonctionne, je vous assure qu'en moins d'un an, les recettes qui vont rentrer dans les caisses du Bénin vont seulement monter et même développer énormément, et ceux du Togo vont peut-être baisser de ce point de vue. Ça va d'ailleurs permettre aux gens de mieux comprendre un rôle assez ambigu que tient le Togo dans son rôle de facilitateur non neutre. Maintenant, sur le fond, je pense que l'avenir ne peut que se faire par cette économie de proximité qui est vraiment la solution pour les Africains. Il faut retrouver l'esprit fédéral, même si sur papier, la notion de fédération, confédération reste théorique, mais va se faire de manière pragmatique, ne serait-ce que pour les peuples. Les peuples ont envie de circuler, ils sont fatigués finalement de toutes ces frontières, de ces problèmes de fermeture. Et eux, ce sont des commerçants, ce sont des gens d'hommes d'affaires, des gens qui veulent se développer, des hommes et femmes d'affaires d'ailleurs. Et donc, je crois que cette pression, M. Wadani l'a bien compris. C'est un pragmatique. Il va trouver une solution. Et ceux d'en face ont vu qu'il y a des limites dans le tout militaire, dans cette histoire de vouloir toujours tout faire tout seul. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, moi, je parlerais, moi, d'une transition vers cette histoire dont vous parlez. Cette transition va prendre conscience que les intérêts des pays étrangers qui font de l'ingérence, à leur manière, n'est pas dans les intérêts des populations africaines. Donc il va falloir trouver une façon commune de pouvoir répondre et aux Russes, et aux Français, et à la Chine. Parce qu'après tout, c'est quand même de la création de valeur et de richesses africaines qui est finalement pris par l'extérieur et n'est pas réinvesti pour nos populations. Et si cette prise de conscience a lieu, je vous assure sincèrement, cette histoire d'intégration régionale dont vous parlez reprendra de l'ampleur sous une autre forme. Mmh. Régis Soumpe, Oui, Lomé et Accra sont unanimes sur l'idée que l'AES ne peut pas être exclue de la coopération sécuritaire, bien sûr. régionale Oui. et Cotonou, s'aligne, là-dessus. Que signifie justement cet alignement pour la sous-région, à votre avis, et les futures orientations de la CEDEAO? Oui, déjà pour Cotonou et pour Lomé et pour Accra, c'est tout simple, c'est l'essence même de la géopolitique, faire la politique de sa géographie, tout simplement. Et là-dessus, oui, est-ce que l'AES, ça serait quand même un pari extrêmement risqué? Il n'y a pas besoin d'exclure l'AES. Je crois que l'AES, il faudra plutôt travailler au cas par cas, faire un travail à la carte. Moi, c'est la façon dont je conçois les choses. Parce qu'en fait, les enjeux qui surpassent, il y a des enjeux de survie économique, il y a des enjeux de survie sécurité et même parfois de survie existentielle, surtout pour les populations septentrionales, donc des pays côtiers. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, cet alliement qui pour moi est pragmatique devrait concerner davantage de pays et je suis d'accord que enfin l'un des enjeux effectivement, c'est de laisser les pays de l'AES et les pays côtiers donc de l'Afrique de l'Ouest travailler de commun accord en fonction de leurs intérêts, faire un travail à la carte, sans ingérence extérieure, parce que généralement, si la France, la Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis, l'Union européenne et que sais-je encore, s'en mêlent, ça risque, si vous voulez, donc de mettre des grains de sable dans la machine qui n'est pas si tant huilée que ça. Donc oui, pour moi, je pense il y a plusieurs enjeux qui se croisent. Ça viendra, mais très délicatement. Aujourd'hui, je pense on est encore loin, si vous voulez, donc de l'apothéose et des résultats attendus. Ce qui est vrai, le marathon express donc du président Wadaï est un signal positif qu'il faut encourager. J'espère qu'il y en aura d'autres et surtout que factuellement qu'on ait moins de compression économique, qu'on ait davantage, encore plus de relations sur les aspects sécuritaires, surtout une coopération bilatérale sur la question de sécurité au nord du Bénin avec le Burkina, avec le Niger. Et là-dessus, je crois que Ouaga, Abidjan, Abuja, Accra, bref, toutes ces capitales pourront parler de concert parce que ce qui est le plus important, c'est pas tant les relations que ces pays ont entre eux, c'est davantage l'intégration ouest-africaine qui, pour moi, apparaît aujourd'hui comme le seul objectif sur lequel il faut travailler ensemble.
Mmh. Toute dernière question. On a beaucoup parlé de diplomatie, Oui, heu mais sur le plan, strictement politique aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un pays comme le Bénin, un président comme Romuald Wadeni, va éluder les questions liées, à la démocratie? Puisque dans les États du Sahel, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'élection. Est-ce qu'il y aura, de la part, mmh. du Bénin et des pays voisins, peut-être, une forme de Oui. pression pour inciter aussi, les pays de l'AES à organiser, prochainement des élections. Ah non, non, Docteur je pense qu'il y a une Ameto? forme de il y a une carte de non-ingérence que le Parti communiste chinois utilise beaucoup et qui essaie de ne pas s'ingérer dans les affaires politiques intérieures. Je crois que là-dessus, beaucoup de pays se mettront, je dirais, à l'école chinoise du PC et comprendront qu'en réalité, ils laisseront, enfin, de toute façon, les autorités de fait aujourd'hui, ce sont les pouvoirs militaires qui sont actuellement au pouvoir. Donc, travailler avec elles, c'est très réaliste et c'est très pragmatique. Et donc, chercher à ce qu'il y ait une transition vers des gouvernements civils ou des gouvernements constitutionnels aujourd'hui n'apparaît pas, de mon point de vue, si vous voulez, dans l'agenda diplomatique des pays côtiers. Et puis, il me semble que à Accra, à Abidjan, à Abuja, chacun a compris que le vrai sujet n'étant pas forcément donc de changer les militaires par des civils, c'est de laisser ces pays faire leur transition telle qu'ils le souhaitent. Et je pense que, évidemment, d'un commun accord de ceux qui défendent la démocratie, ça va être compliqué à accepter, mais c'est comme ça. Je crois que c'est la réalité qui est palpable, sur laquelle chaque pays doit s'aligner. Donc oui, Romain Wadaï ne cherchera pas, de mon point de vue, à influencer au Burkina, au Niger ou au Mali le retour à des gouvernements civils. Docteur Amesto? Écoutez, les démocraties qui reposent sur des coups d'État militaires ou des coups d'État constitutionnels, écoutez, les Africains en sont fatigués. C'est pas qu'ils sont contre la démocratie, mais ça n'a pas prouvé quoi que ce soit, quels que soient les pays que nous avons discutés actuellement. Donc, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures va être là, et je ne pense pas que c'est le point d'entrée pour un consensus. Donc, le président béninois va certainement le mettre de côté. Par contre, Mmh. moi, je suggère, il faut refaire une étude sur deux choses. La cartographie de l'accès aux matières premières dans la sous-région et leur circulation, la logistique. Parce que si quelqu'un ne veut pas que ce pipeline Niger et Bénin ne fonctionne mal ou pas du tout, ben ça profite à quelqu'un. Certainement pas aux Béninois, certainement pas au Niger, encore moins aux Chinois. Donc, il va falloir comprendre qui est derrière cette histoire. Il y a quand même quelqu'un qui n'est pas intéressé par cela et qui sabote tout cela. La deuxième chose, bien sûr, c'est le côté sécuritaire. Chaque fois qu'il y a des problèmes sécuritaires, terroristes, mercenaires, mettez le mot que vous voulez, ce sont les intérêts des pays africains qui sont mis en cause. Et donc, qui c'est qui les alimente sur le plan financement? Il faut faire une étude dessus. On ne veut pas le faire. Et il y a un troisième point que vous n'avez pas cité, qui est, attention, qui est en train de fonctionner malheureusement dans les pays d'Afrique centrale, c'est la sécurité sanitaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des guerres de virus, il y a des guerres des bactéries. On est en train de nous organiser des systèmes qui font que oui, demain, on Alors va se retrouver attendez, avec des virus. docteur Amesto, doucement, parce que ces propos d'abord, ils n'engagent que vous. Non, bien Je sûr, précise. mais écoutez, nous sommes dans la politique, Si, vous et avez il parlé faut de avoir, politique. il faut donner Politique, des c'est faits et des prévoir. preuves, hein, quand vous avancez ce genre Oui, mais attendez, politique, c'est d'insinuation. prévoir. Si vous voulez Mmh. prévoir, il faut prévoir comment vous vous organisez. Si vous avez des problèmes sécuritaires et aussi au niveau sanitaire. Et ça, il ne s'agit pas de complot ou quoi que ce soit. Il s'agit Allez, de docteur Amezo, s'organiser c'est terminé. sanitairement. Juste, est-ce que vous croyez-vous que cette frontière va rouvrir très prochainement, très bientôt, entre le Bénin et le Niger? La question posée à qui? À vous? Ah oui? Non, Oui, moi, je suis persuadé que ça va s'ouvrir. oui. L'économie ne permet pas de fermer. On ne peut pas vivre en autarcie. C'est une question de temps. Je pense que le président béninois va l'accélérer et il va le démontrer. C'est peut-être même son point d'entrée pour démontrer qu'il est différent du président Talon et que c'est un économiste avant toute chose. Parce qu'en économie, nous savons que ce sont des vases communicants. Ce que vous coupez d'un endroit va ailleurs. Donc c'est vous le perdant. Et c'est ce qu'il a bien compris. Et puis il a besoin de recettes. Il faut que l'argent rentre dans les caisses du Bénin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de rétablir ces pipelines dans lesquels il va en fait toucher une partie des recettes? Non, ça va s'ouvrir. Plus vite ce sera, mieux ce sera pour la population béninoise et peut-être même pour la sous-région. Sauf que, pour le faire, il faut bloquer le terrorisme. Il faut bloquer les intérêts étrangers qui empêchent cela de se faire. Il faut aussi empêcher des gens que quand les recettes vont sortir, ne restent pas au Bénin mais partent chez des pays étrangers sans que ça profite aux populations béninoises et africaines. En une phrase, Régis, la frontière
Vous Oui, pensez la frontière, qu'elle oui, oui, si, si, elle sera ouverte d'ici là. Ça dépendra effectivement des résolutions, comme je l'ai rappelé tantôt, du comité d'experts. Et si elle est ouverte, évidemment, on voit à travers l'ouverture, donc, si vous voulez, un réchauffement des relations entre le Bénin et le Niger. Moi, je pense que il faut aller au-delà. C'est plutôt entre le Golfe de Guinée et le Sahel et à central. Et quelle je suis d'accord. échéance, vous pensez? À quelle échéance? Oh, peut-être, je sais pas, j'ai pas de baguette magique. Je sais pas, mais j'espère le plus tôt possible, d'ici peut-être un mois. On reviendra peut-être dans un mois pour vous dire que ça a été ouvert ou pas. Moi, je Très bien. pense 2 mois. 2 mois parce Et qu'il faut vous? un mois pour Dis-moi, que les très bien. experts travaillent. Ok. Et puis, il faut le temps de la négociation. Et la Oui, troisième, il faut assurer la sécurité. Il faut c'est mettre en vrai. place, sécuriser tout ce pipeline. Donc, 2 mois, 2 mois et demi. Oui. Très Il bien. faut du temps, c'est Merci, vrai. docteur Idekwa Mezo. Merci, Régis Humpé. Et Je vous en vous, prie. qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la frontière entre le Niger et le Bénin sera ouverte? Romuald Wadwani, le président béninois, parviendra-t-il à normaliser les relations du Bénin avec l'AES ou est-ce un jeu de dupes? J'attends vos réponses dans les commentaires. Surtout, débattez dans le respect de chacun et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. À très vite.